Bienvenue à vous, content de vous retrouver, nouveau funeste Fred. J'avais envie de le refaire, oui, ce numéro intitulé de la sorte 18 ans en 1990, surtout pour les textes que j'avais très envie, plus envie encore de remettre en ligne. Et si ça peut vous rassurer, je ne vais pas vous raconter ma vie, en tout cas certainement pas dans le menu détail, certainement non, certainement pas, mais juste pour ce qui est de vous donner quelques balises par rapport à quelques recommandations. Et là, comme d'hab, vous en faites, je propose et vous disposez, vous en faites absolument ce que vous voulez, hein. Songez-y ou n'y songez pas. Oui, ma vie, je songe à cette brave Marion Caméléon qui déclarait par rapport, s'exprimant au sujet des nouveaux intervenants de plus en plus fréquents sur cette plateforme. Ce sont des gens, disait-elle, qui viennent parler d'eux, raconter leur vie, mais on ne sait pas qui c'est, ces gens-là. Alors ça peut pas être intéressant. Je suis tout à fait d'accord, pas dans le menu détail, je vous dis, mais juste quelques balises par rapport à ces quelques recommandations ou oui, allez, si vous permettez, vous en faites ce que vous voulez, ces quelques conseils, d'ouverture. Notre texte d'ouverture, là, il est tiré, quand je dis 18 ans, en 1990, on pourrait dire aussi, j'y pense, 17 ans, l'année d'avant. Avec ce qui est arrivé au mois de novembre, vous voyez ce dont je veux parler, en novembre 89 et je regrette moins que jamais quand j'y ressonge, lorsque ma mère, c'était, ce matin-là au petit déjeuner à table, je n'ai pas bronché, je n'ai pas réagi. Lorsque ma chère maman m'a informé de la chose, du dit mur en Germanie qui était tombé, je n'ai pas bronché et rien, absolument rien, pas de réaction et je n'ai pas sourcillé, rien du tout, je vous dis et je regrette encore moins que jamais en regard de ce qui s'ensuivit, dans le monde. Je regrette encore moins que jamais aujourd'hui, 35 ans après, alors 17 ans en 89, 18 en 90 et en 90. L'un des meilleurs livres, l'un des meilleurs romans à avoir été traduit dans notre langue, de littérature étrangère bien sûr. Il y a un numéro toujours en ligne, du Funeste, oui, celui-là, il est toujours en ligne, celui qui s'intitulait comme ça 18 ans avant que j'avais fait enregistrer la première fois. Celui que le précédent, lui, n'existe plus, mais il y a un numéro et je le mets en lien, ne serait-ce en description, je peux vous mettre ça, ce numéro que j'avais entièrement consacré à l'auteur des lignes que vous allez entendre. Alors voici, c'était un livre et c'est toujours un livre assez trash, moralement très violent, peut-être pas à mettre dans toutes les mains, pas dans des mains trop juvéniles et et trop peu expérimentées, je dirais. J'y reviens. Alors, j'ai plié. J'ai plié soigneusement mes habits. J'ai plié soigneusement mes habits. Les garçons fixaient le feu, comprenant que ce striptease final ne leur était pas destiné. Mais je sentais poser sur moi un regard étranger et ému, comme si d'une fenêtre lointaine quelqu'un m'observait avec des jumelles, genoux sur l'appui, priant Dieu que je n'éteigne pas tout de suite, que je fasse encore un brin de toilette devant ma coiffeuse. Je n'en ai rien dit au garçon, je me suis levé, debout. Au-dessus du feu, j'ai ôté ma petite culotte en coton. Je l'ai fait avec pudeur. Un reste de mon enfance. Je déteste les culottes de couleur, sans parler des rayés. J'aime ce qui est blanc et pur. J'ai toujours accompli ce geste avec la plus grande pudeur, et les hommes mouraient sur place. Une femme qui ne comprend pas cela ne connaît rien à l'amour. J'ai enjambé ma culotte, tombée par terre, et serrant mes seins comme pour me donner du courage, j'ai dit avec un sourire, je connais ce sourire, un sourire coupable, très russe. Les filles étrangères ne savent pas sourire comme ça, à croire qu'elles n'ont pas de telles fautes, ou que chez elles ces fautes ne remontent pas à la surface, n'atteignent pas les yeux et la peau. Je ne m'excusais pas d'une chose, mais de tout.
Ainsi, en province, une maîtresse de maison, en raccompagnant ses invités, demande de lui pardonner si tout n'a pas été parfait. Je quittais la vie avec le sourire, mais j'ai dit autre chose. J'y vais, j'y vais. Donnez mes frusques aux pauvres. Ne pleurez pas sur moi, pas de mausolée. Que tout cela reste entre nous, mais quand la brume se sera dissipée, ne perdez pas un instant, sonnez le tocsin, que ce soit une fête et non un enterrement. C'était comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place à travers moi. Je serrais mes seins à me faire mal. Les garçons pudiques hochaient la tête. J'ai fait un pas vers les ténèbres. Me retournant, j'ai ajouté sans comprendre mes propres paroles. Et ne faites plus couler de sang, assez de sang. Ayez pitié des Chinois. Ne leur faites pas de mal. Salut. Le sang passe encore, mais les Chinois, qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Il y avait la lune. Suspendue dans le ciel au-dessus du bois, elle disparaissait sans cesse derrière les nuages. Un croissant en fait noyé dans la brume. La terre travaillée, irrégulière, me piquait les pieds. Je ne regardais plus le feu. Quelques arbres se détachaient dans l'obscurité. C'étaient les aulnes pourries qui bordaient la rivière. J'ai décidé de courir dans cette direction. La Belle de Moscou de Victor, oui, l'auteur Victor Erofeyev, ce livre a été publié pour la première fois en traduction française en 1990. Alors, quand on découvre le livre, c'est ce que j'avais pensé la première fois à ma première lecture. Ça devait être pas tout de suite après la publication, probablement vers 95-96, je m'étais dit, ça me semblait refléter de fait le chaos qui caractérisait alors la situation, sans en dire plus, à l'Est, vous savez. Eh bien non, l'action, ça se passe déjà, ça se déroule et ça a été écrit et ça se déroule déjà cette histoire. L'histoire d'Irina, hein, la putain et la sainte et la putain, comme vous voulez, la fille de la campagne montée à la ville. Bon, ça c'est peut-être une énième, mais il n'y a pas que ça, une énième variation sur ce thème qui s'intègre très bien un peu dans tous les milieux sociaux, qui fréquentent aussi bien des écrivains et des poètes de merde, oui, tout de même de merde, il faut bien le dire, du côté de la Moscova, aussi bien des poètes de merde que des hauts gradés de l'armée. Et c'est, comme je vous l'ai dit, particulièrement trash, hein. L'histoire de la belle Irina, de la belle de Moscou, par ce disciple, alors là, on peut le situer dans la littérature russe, par rapport à la tradition nationale littéraire russe, c'est davantage un héritier direct et du meilleur acabit de la meilleure veine, avec des aspects, oui, contemporains nettement plus glauques, tout de même, et plus souvent qu'à son tour, héritier de Gogol et de Nabokov encore, hein, beaucoup plus que d'un Dostoïevski, qu'il a toujours vu comme c'est sa façon de le voir, mais comme il l'aime pas beaucoup, il trouve que c'est un écrivain pour ados, davantage que, Tolstoï encore. Pour vous le situer, hein, Victor Erofeyev, à qui l'on doit aussi La vie avec un idiot, mais vous irez écouter le numéro que je lui ai consacré. Je vous avais montré des disques, des opéras qui avaient été tirés de ces livres. Ici, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, c'est une édition en grand format de 90, oui. C'était chez l'éditeur, c'était chez, que je ne dise pas de Albin Michel, c'est Albin qui l'avait édité. En couverture, Egon Schiele, alors un livre pour adultes avertis, pour adultes et grands adolescents avec réserve, avertis, hein. Et peut-être,
Oui, si vous avez, c'est pas plus mal si vous avez déjà quelques antécédents, quelques heures au compteur en matière de littérature russe, d'avoir quelques points de repère aussi sur, l'histoire, récente, en histoire soviétique et en histoire russe, contemporaine. Ça peut aider, la littérature, les arts et la littérature, car ça se passe pour une bonne partie, pas seulement, mais pour une bonne partie dans tous ces cénacles littéraires, dans ce qu'on pouvait voir comme, l'underground. Déjà à l'époque soviétique, vous aurez l'occasion de découvrir, stupéfait peut-être, hem, toute une série de réalités qu'on pouvait déjà alors croiser dans la société russe de l'époque, du début des années 1980, où on s'en doute, il n'était pas toujours facile pour notre écrivain de placer tous ses textes, hein, si pas dans l'absolu, parfois c'était plus dur, hein, c'était préférable de les faire circuler sous le manteau. Mais nous ne reviendrons pas sur ce pan, pas davantage sur ce plan de l'histoire aujourd'hui. Le fragment que vous avez entendu, c'est celui dit, et je n'en dirai pas davantage. C'est le fragment dit de la rédemption de la Russie quand la belle Irina se met dans l'idée de se sacrifier, de courir jusqu'à la mort. Voilà, dans un élan de folie irrésistible et une histoire centrée, et pas seulement non plus, là encore, sur ce thème de la rédemption. Je dis pas seulement parce que je ne veux pas donner l'impression d'être confronté à un cliché. Certainement pas par rapport à notre ouvrage. Eh bien, quand je vous disais au sujet de, voilà, pour Erofeyev et la Belle de Moscou, on y reviendra, hein, il y a d'autres très beaux passages à lire. Et quand je vous parlais de mon vécu, 18 ans, c'est l'année en 1990 où j'entreprends mes études entre guillemets supérieures. Un cycle de 3 ans formateur en français, histoire, et la première recommandation que j'aimerais vous donner, hein, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois, arrangez-vous, dans la mesure de vos moyens. Je dis bien dans la mesure de vos moyens, arrangez-vous. Si vous pouvez faire en sorte, de faire cadrer avec sur le plan des diplômes, avec votre niveau d'études, le niveau de culture, générale et en général, voilà, dont, dont vous pourrez estimer, voilà, que vous vous sentirez, que vous pourrez évaluer en vous, le cas échéant qu'on vous prêtera aussi, dans les 2 cas. Ça ce n'est pas le diplôme qui fait l'intelligence, je sais bien et j'y reviens tout de suite, mais d'expérience, croyez-moi, ça vous mettra à l'abri de toute une série de complexions, sur le champ social, de complexions, mal placées, de déconvenues, de méprises, de malentendus, avec des conséquences, ne serait-ce que sur le plan socio-professionnel, déjà, oui, je le dis d'expérience, qui pourraient s'avérer, fâcheuses. Non, ce n'est pas le diplôme qui fait ça, certainement pas. Mais j'estime de même que si je ne suis pas certain, n'ayant jamais été fut-fut et me félicitant déjà, sans l'avoir jamais été, d'être parvenu à achever, je ne parlerai pas des maternelles, mes secondaires et mes primaires avant et puis mes 3 supérieurs. Bon, sans avoir été fut-fut, je ne suis pas certain que j'aurais tenu le coup, 3 semaines d'affilée dans un cadre universitaire. Mais pas un jour ne se passe sans que je regrette d'avoir au moins tenté le coup, car je pense que dans la perspective aussi de l'échec, les choses auraient pu, s'avérer, oui, ben, ça aurait pu s'avérer bien, constructif, comprenez? Et je vous parlais de, me tenir à l'abri de toute une série de malentendus, hein, et histoire de mettre en adéquation votre niveau de culture avec votre niveau de diplôme, car ça fait très bizarre en société quelqu'un qui,
peut avoir des référents, sortir des référents sur le champ culturel dans des domaines, qui ne sont pas, sa voie socio-professionnelle, sa qualité socio-professionnelle, ce dans quoi il exerce. On se pose, franchement des questions s'il n'a pas fait des études pour ça, ou c'est un frimeur, ou c'est un malade, quelqu'un qui manifestement a des centres d'intérêt. Pour avoir des centres d'intérêt bien particuliers doit être un peu dérangé, un peu fou, vous voyez. Alors je me dis si je m'étais fait ratiboiser, hein, au bout de 3 semaines ou sans avoir réussi, mettons, à franchir aux examens le cap d'une première année d'enseignement universitaire en histoire ou dans ce qui est censé être la branche de votre serviteur en histoire ou en philologie romane, eh bien là, je ne suis pas certain que tout au long des décades ayant suivi, je me serais adonné à ces quêtes effrénées d'ouvrages, de livres, de toute une série de choses. Je n'aurais pas cherché, je ne me serais pas obstiné à vouloir approfondir. Oui, à explorer davantage toute une série de choses, différents champs de la connaissance, si vous voulez, hein, si on se risque. Certainement pas et peut-être, je ne regrette absolument rien, hein et de même que oui, il m'est arrivé je ne regrette rien, il m'est arrivé, je l'ai peut-être déjà dit, hein, on m'a toléré en tant qu'enseignant et j'ai eu la chance et sans ça, je ne serais pas en train de vous présenter ce numéro sur cette plateforme, d'animer ce numéro, si je n'avais pas eu la chance, jeune et même très jeune, d'avoir accès à des choses, pour ce qui est de l'expression médiatique. Comprenez le champ, le monde radiophonique, hein, des possibilités que n'avaient pas tous les jeunes, à cette époque-là, tous les ados n'avaient pas la possibilité d'intégrer ce champ qui alors à pas mal d'entre eux devait, oui, ça devait relever comme quelque chose d'assez merveilleux tout de même et sans ça aujourd'hui, sans cette expérience, hein, jeune et même très jeune, qui valait ce qu'elle valait et à l'échelle où je l'ai exercée, où je l'ai faite, sans ça, je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Mais pour revenir à la perspective et sans aller jusqu'à parler, du oui, je n'avancerai pas l'idée d'une sélection nécessaire mais cruelle quelque part. Encore que, hein, mais ça n'eût peut-être pas été plus mal et au lieu d'avoir tous ces bouquins derrière moi et même si ça n'a jamais été mon objectif, je ne l'ai jamais rêvé, c'est vrai ça, mais peut-être que tout compte fait, ça n'eût pas été plus mal au lieu de tous, ces bouquins, ces grimoires, comme disait il y a quelques jours sur cette plateforme, notre ami, notre camarade Joseph Ali, hein, ses grimoires. Si au lieu de tout ça, j'avais eu derrière moi une petite famille, voilà, la compagnie d'une petite famille, ça n'eût peut-être pas été, allez savoir, plus mal, hein. Je pense que vous avez saisi l'essentiel. Songez-y ou n'y songez pas. Alors bien sûr, hein, pour revenir à ça, ce n'est pas le diplôme et ce n'est pas non plus la culture qui fait l'intelligence. Je me souviens, il y a quelques années, d'un gars, un véritable, comment appelle-t-on ça? Pervers narcissique qui oui, qui me harcelait au bout d'un moment, on peut dire ça, dans un bistrot où j'allais de temps en temps à la capitale quand j'y vivais encore et je n'arrivais pas à lui faire comprendre, hein, pas moyen de l'en faire démordre le gars qui avait été, comme formateur aussi, dans l'enseignement avec un niveau de diplôme similaire au mien, hein, ce qui était tout de même assez incroyable. Vous voyez, hein, un autre représentant de la jante, éducative et là, j'arrivais pas à lui faire comprendre que c'était pas parce qu'il pouvait me sortir comme ça et toujours les mêmes, hein, car forcément avec ce qu'il consommait, il oubliait ce qu'il avait déjà dit. Vous connaissez sans doute ça, hein, cette façon de faire et de fonctionner, c'est bien pénible et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne fréquente plus, ce genre d'endroit et j'ai beaucoup de mal avec les personnes consommant certaines substances. La
répétition constante des mêmes choses. Oui, c'était toujours les mêmes en plus, hein, parce qu'il pouvait me sortir quelques capitales, de contrées, de pays éloignés, ou me donner les auteurs de livres qui n'étaient peut-être pas des plus courants en bibliothèque. Et quand je dis ça, eh bien, comprenez Les Trois Mousquetaires ou 20 milieux sous les mers, comme bouquin pas des plus courants, parce qu'il était capable de me sortir ça. Je n'arrivais pas à lui faire comprendre que, oui, il attendait de moi, c'est qu'il attendait de moi l'onction, hein, suite à je ne sais quelle représentation erronée, bien sûr, qui ou pas, je m'en fous, qu'il avait pu se faire, peu importe là, je ne sais quelle représentation, erronée ou pas, qu'il avait pu se faire, quelque image qu'il avait pu se faire de moi, de votre serviteur, et il attendait comme l'onction que je le reconnusse comme, heu, je ne sais pas moi, un intellectuel, quelqu'un d'intelligent, j'en sais rien, et comment lui faire comprendre? Et si à l'âge qu'il avait et en ayant déjà exercé lui-même dans l'éducation, ayant lui-même été, diplômé, je franchement, je pense que oui, je c'était voué à l'échec, et d'ailleurs je n'ai pas persévéré. J'ai préféré ne pas persévérer. Vous voyez aussi où je veux en venir, vous êtes peut-être déjà, vous aussi confronté à ce type de phénomène de loustic, hein, en société, au quotidien. J'ai remarqué aussi, pour en finir avec ce premier point, avant de passer à notre second fragment, notre second texte, il y a pas mal de gens tout de même, il y a pas mal de gens, comme vous en avez, qui attendent de vous l'onction comme ça, et qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas le fait de pouvoir mémoriser certaines informations qui fait de vous un intello ou un savant, ou quelqu'un digne d'un mérite quelconque. Sinon, quelque aptitude, il est vrai, à la mémorisation, oui, là oui. Vous avez aussi pas mal d'individus qui supportent très mal que vous ayez lu les mêmes bouquins, que vous ayez écouté les mêmes choses, qu'eux, hein, et là, je pense que c'est un tort, c'est un tort de vous en vouloir pour ça sur le coup, de la part de ces individus, qu'on ait affaire à ou non à de véritables intellectuels, de véritables savants, le cas échéant. Ce serait bien regrettable de leur part de s'en faire pour ça, car si ces personnes précisément sont aussi intelligentes qu'on le présume, ben, elles devraient bien se douter tout de même que c'est pas ça qui fait non plus. J'en ai eu marre sincèrement à un moment donné d'être le mec qui manifestement sur le plan informatif, référentiel, en savait toujours plus qu'un peu tout le monde dans les branches respectives de mes interlocuteurs, hein, et ça me valait pas mal d'animosité, j'en ai eu marre de ça, mais ceci dit, si ces individus étaient aussi intelligents qu'on le présume, ils ne s'en feraient nullement, car ils doivent précisément être au courant que, à partir du moment où ça ne relève que du champ purement informatif, purement référentiel, hein, comme je n'ai même pas pris la peine d'expliquer à mon gaillard du bistrot que, voilà, ces informations mémorisées, il fallait commencer ensuite à pouvoir les assembler pour ce qui était de commencer un travail à proprement parler de raisonnement, de réflexion. Et alors là, peut-être, ben, ici, de même, c'est pas ça qui fait. C'est à partir du moment où on se retrouve dans une sphère qui ne dépasse pas l'informatif, le pur référentiel. Pourquoi s'en faire? Pourquoi complexer? Ça non plus. J'avoue que j'ai jamais trop compris ça, enfin. Peu importe, hein, c'est pas parce que vous connaissez plus de noms, vous pouvez sortir plus de noms de compositeurs de musique classique à un musicien qui joue du classique et dont c'est le métier, que vous allez postuler, prétendre pouvoir faire mieux que lui dans sa discipline. Sur le plan artistique, ce qui serait franchement débile, vous êtes bien d'accord, franchement absurde. Ben, voilà, je pense que vous avez saisi aussi,
En 1990, ce n'est pas l'émission n'est pas ciblée sur ce qui est sorti au cinéma ou, ce qui est venu, dans le courant, dans le champ culturel de l'année 1990. Mais si on avait dû se pencher sur les sorties cinéma, oh ben, j'aurais pu vous parler de Pretty Woman, j'aurais pu vous parler de mais non, hein, comme j'aurais pu vous parler de 58 minutes pour vivre, autant de films que je me souviens avoir vus en salle, cette année-là, et Uranus aussi d'après Marcel Aimé, un film qui devait avoir été réalisé par, Claude Berry, très bon livre et je pense très bonne adaptation aussi. Uranus et je pense que c'était aussi vers la fin de l'année 1990, qu'était sorti le premier film de Kenneth Branagh. Vous savez, Kenneth Branagh, ce cinéaste anglais, de naissance, né en Irlande du Nord et qui avait joué durant plusieurs années ce rôle, qui avait incarné Henri V de Shakespeare au théâtre durant plusieurs années avant d'en faire l'objet d'un film, de son adaptation cinématographique Henri V, l'une des pièces historiques de William. Et c'est le second texte, je vais vous lire, je vais essayer plutôt de vous faire lecture de la déclaration d'amour. Oui, souvenez-vous, hein, j'aimais beaucoup ce film de Kenneth Branagh qui est réalisé. Je n'ai pas très bien suivi ça, ou je n'ai plus très bien suivi, pour être honnête, sa carrière à partir d'une époque, hein, quand j'ai commencé à lâcher prise et à me sentir de plus en plus rangé des mécaniques par rapport à l'actu ciné, pas seulement l'actu ciné, hein, donc je ne sais pas trop où il en est aujourd'hui. Mais j'avais beaucoup aimé ses débuts et en particulier cette adaptation, d'Henri V, tournée sans trop de budget. Oui, c'était plutôt un film avec de petits moyens et d'ailleurs la reconstitution de la bataille d'Azincourt à la fin, c'était plutôt un simulacre avec quelques costumes et quelques armes, comme il était dit dans la présentation du film, pour donner une idée, pour faire transparaître une idée de ce qui s'était passé, de ce qui s'était produit, et bien entendu par le canal poétique, dramatique, shakespearien. Et on parlait de ce spécialiste de William qui était Winston Oden. Eh bien, dans son livre, c'est repris de son bouquin, je vous montre la couverture après si vous voulez. Dans son bouquin sur Shakespeare, il nous dit ceci avant de reproduire la déclaration. Je vais retourner, je cesse de me battre avec mon bouquin, je vais permettre à la bonne page. Il n'y a pas, oui, Whiston écrivait, au sujet de cette scène, de cette déclaration, il n'y a pas de scène plus brutale dans tout Shakespeare que celle où Henri fait sa cour à Catherine, Catherine de France, qui est une cour froide et calculée. D'autant plus choquante qu'Henri est certain de réussir. La cour de Richard à Lady Anne est un tour de force. Référence à une autre séquence shakespearienne. La cour de Richard à Lady Anne était un tour de force. La cour d'Henri à Catherine, ajoute Wystan Oden, est par trop aisée. Alors, on y va. Je fais de mon mieux. Mordienne. Mordienne. Si vous vouliez me faire rimer et danser pour l'amour de vous, Kate, vous m'avez vaincu. Pour l'une, il me manque les mots et la mesure. Pour l'autre, je ne suis pas fort sur la mesure, même si j'ai une honnête mesure de force. Si je pouvais séduire une dame à saute-mouton, ou par un bond en selle avec mon armure sur le dos, quitte à me faire traiter de vantard en disant cela, je bondirais aussitôt dans la place féminine. Ou si je devais faire le coup de poing pour mon amour ou entraîner mon cheval pour ses faveurs, je pourrais cogner comme un boucher ou rester en selle comme un singe sans jamais redescendre. Mais devant Dieu, Kate, je ne sais pas verdir des mots, ni exhaler mon éloquence, ni finasser pour me déclarer. Je ne connais que les serments.
Je ne connais que les serments sans phare, dont je n'use jamais, sauf si on m'y pousse, ni n'auront jamais, même si on m'y pousse. Si tu peux aimer un gars de cette trempe, Kate, au visage indigne des feux du soleil, qui ne regarde jamais son miroir par amour de ce qu'il y voit, que ton œil cuisine l'assaisonnement. Je te parle tout net, en soldat. Si tu peux m'aimer pour cela, prends-moi. Si c'est non, te dire que j'en mourrai, c'est vrai, mais pour l'amour de toi, par notre Seigneur, non. Non, pourtant, je t'aime aussi, et sur ta vie, chère Kate. Prends un garçon à la constance nue et brute, car il est bien forcé de te traiter droitement, lui qui n'a pas le don de courtiser ailleurs. Car ces hommes à la langue inlassable, qui glissent à coups de rime dans les faveurs des dames, en ressortent toujours avec de bonnes raisons. Et quoi? Un orateur n'est qu'un bavard et un poème rien qu'une chanson. Le beau mollet s'étiole, le dos droit se voûte, la barbe noire blanchit, le chef ondulé devient chauve, un beau visage se fane, un œil arrondi se creuse, mais un cœur loyal quête. Un cœur loyal est comme la lune et le soleil, ou plutôt comme le soleil, pas la lune et le soleil, ou plutôt comme le soleil, pas la lune, car il brille sans jamais changer, fidèle à son poste. Si tu en veux un de ces tônes, prends-moi, prends-moi. Tu prends un soldat. Prends un soldat, tu prends un roi. Alors, que dis-tu de mon amour? Parle, ma jolie et joliment, je te prie. Et Oden ajoute: Henri joue les soupirants Rustaud. Bien sûr, Henri joue les soupirants Rustaud, mais il pourrait, bien entendu, il pourrait danser rimer pour l'amour de Catherine, s'il le voulait, notre roi. Comme il le lui dit, sans embâge, il mourra, mais sûrement pas pour elle. Henri V, William Shakespeare, si dans l'hypothèse où vraiment vous n'en auriez jamais entendu parler, je mets les références du film aussi. Et on s'achemine tout doucement vers la fin. Et oui, j'aimerais revenir un petit peu. Vous savez, ça fait tout de même, oui, de 1900, ça fait un paquet d'années, déjà tout de même, depuis 1990. Est-ce qu'il m'arrive d'être nostalgique? Oui, je pense bien qu'il m'arrive d'être nostalgique de l'époque où tout ça, tous ces dispositifs Internet, tous ces dispositifs numériques n'existaient pas. Mettons à l'époque où je n'aurais jamais connu la tentation de venir me montrer, de venir m'exprimer sur cette plateforme. Enfin, une fois encore, merci à vous et qui m'accordait la gentillesse de me suivre et qui avait l'endurance aussi. Pour ça, oui, sincèrement, il m'arrive d'avoir la nostalgie. Je vais revenir quelques instants là-dessus quand je parle de cette spectralisation, de cette façon dont, surtout ces 15 dernières années, il faut bien le dire, hein, il y en a qui sont allés carrément jusqu'à parler de destruction de l'humanité. Hein, moi, je me contente de parler de cette spectralisation de nos vies, cette façon dont on nous a enjoint à nous faire des spectres qui vont qui de plus en plus sont allés jouer les spectres d'un réseau l'autre, nous allons dire, oui, spectralisation de nos vies, allez savoir, spectralisation de nos âmes par-ci, par-là, et c'est que je faisais allusion à ce qui s'était passé dans ces eaux-là, dans ces années-là, dans le chef des libertariens, de ceux qu'on désigne comme ça, et pas seulement, de toutes celles et tous ceux qui se sont sentis investis d'un combat contre ce qu'ils désignaient comme étant le totalitarisme. Oui, je cite ce qu'ils voyaient comme le totalitarisme.
et qui se sont enorgueillis, qui ont pu s'enorgueillir aussi à un moment d'avoir contribué à ce qu'ils voyaient comme la victoire sur celui-ci. C'est un argument qui revenait souvent, le rôle qu'avaient pu jouer là-dedans les masses médias, l'évolution de la nature des médias, des masses médias à partir d'une époque. Et je pense bien qu'à supposer un seul instant que ce fut vrai, eh bien, ça a dû l'être bien davantage encore que cette numérisation de nos vies, eh bien, elle aura rendu de plus en plus difficile à envisager toute une série, oui, là, envisager toute une série d'éléments dans le champ social, dans le champ historique, collectif, pour encore une fois, pour ne pas en dire, davantage, ce sera devenu de plus en plus difficile, d'envisager toute une série d'éléments qu'on devait et qu'on doit toujours retrouver dans celles et ceux dont je parlais, les libertariens et consorts, tout ce qu'ils ont généralement en horreur, hein, sur ce champ historique. Peut-être, peut-être suis-je trop pessimiste et de toute manière, dans l'hypothèse où je le serais et dans l'hypothèse où ça pourrait revenir pour ce qui serait d'envisager sérieusement, oui, un changement radical, une rupture, une révolution, hein, dans l'hypothèse où cela pourrait revenir, je ne suis plus certain que, oui, ce sera encore avec nous. Je pense que les choses désormais, si vous observez un petit peu, avec un minimum, un petit peu et avec un minimum de bonne foi, l'actualité, ce champ-là, celui de l'actualité, là, oui, je pense que les choses se passent allègrement ailleurs et sans nous, désormais. Alors oui, cette spectralisation de nos vies. Et je rapporte cette petite anecdote, hein, qui permettra de faire la transition, hein. C'est que j'ai la nostalgie, c'est clair, du temps où nous ne disposions pas de cette possibilité d'accéder très vite, sur le champ et gratuitement à toute une série de choses, sur le plan culturel. Et même si c'était plus lent, plus austère, il m'arrive, oui, plus souvent qu'à mon tour de regretter l'époque où on était amené et quand on ressonge à tout ce que ça a pu nous coûter, hein, en temps, en énergie et pas seulement en temps et en énergie lorsqu'on avait envie, d'approfondir, certains domaines pour les bouquins, pour les disques, la patience qu'il fallait avoir, le cas échéant. Oui, c'était beaucoup plus lent, c'était, comme je le dis, beaucoup plus austère et c'est que je n'ai jamais pu réussir à me convaincre que cette possibilité nouvelle, hem, cet accroissement, cette extension, s'était accompagné je n'ai jamais pu m'en convaincre, c'était accompagné de ce qu'on pouvait voir comme une élévation du niveau général, hein. J'ai bien pris note, j'ai lu avec le plus grand intérêt, des avis discordants, par rapport aux miens, sur ça. J'ai bien pris note, mais ça m'est toujours très difficile et je parlais une fois, des jeunes gens, qui, s'étaient mis pour objectif, entre autres, de refaire le monde et je leur parlais, de ces grands compositeurs italiens du XXe siècle, qu'étaient Luigi Nono, disparu en 1990, Luigi Nono ou encore son ami Bruno Maderna, 2 de mes compositeurs favoris. Je parlais à ces jeunes gens, je voulais évoquer, cette époque dans les années à partir des années 50 du siècle dernier où il faut croire, on voyait, lorsqu'ils organisaient ces séances pour expliquer, avec des mots de manière accessible, pour expliquer la musique contemporaine, la musique de leur temps, la musique savante, à l'adresse des prolétaires et il faut croire qu'il y eut alors en ce temps des prolétaires, de braves ouvriers italiens qui, après leur journée de travail, allaient écouter ça, partant motivés pour écouter ça. Ça m'avait toujours fait rêver
Je n'irai pas jusqu'à dire que ça avait toujours forcé mon admiration, mon imagination, mais je tenais bien à rapporter ça à l'adresse de ces jeunes gens et tout ce qu'ils avaient trouvé tout ce que j'avais obtenu comme réaction, c'était, je cite, «Oui, à défaut de Netflix». Mmh. Ouais, à défaut de Netflix. J'étais retombé, comme on dit, sur le cul et depuis, j'y ai réfléchi à 2 fois plutôt qu'une avant de c'est que c'est lié, hein, c'est lié aussi, lorsque je dis qu'il y a des avis discordants par rapport aux miens. Je n'arrive pas à me convaincre que cette possibilité d'accéder sans devoir payer à beaucoup de choses pour les découvrir, pour les connaître, pour les apprécier. Je n'ai pas toujours le sentiment, au regard ne serait-ce qu'au regard de ce qui est le plus sollicité sur cette plateforme, hein, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une élévation du niveau général et aller voir d'ailleurs de temps en temps les vidéos YouTube de musique classique, bien souvent, ils sont contraints de désactiver les commentaires. C'est-à-dire en matière d'incompréhension, je ne sais pas si c'est la cause première de ces commentaires désactivés, mais oui, je conçois que certaines formes d'expression musicale ou artistique peuvent désemparer, hein, si on n'a pas, comme je le disais, si on n'a pas eu la chance de pouvoir découvrir, petit à petit, ou si on ne s'est pas fixé comme objectif, si on n'a pas été assez fou, oui, des fois assez fou pour explorer certains champs. Je vous le dis, le gars qui, pour revenir une dernière fois avec ça, qui s'est fait royalement péter à l'université et qui, le cas échéant, s'est fait rabaisser, s'est fait ramener à moins que rien. Je pense que pour lui, ça va être de la 9 fois sur 10, à mon avis, ce sera de la folie et il aura peut-être bien raison, il envisagera comme tenant de la folie pure, du masochisme à l'état pur brut de oh, je ne sais pas moi, d'envisager simplement de lire ça. Voilà, hein, et alors je ne sais pas, voilà, parenthèse refermée, je ne sais pas et moi pourtant j'ai voulu le faire et je continue et je me dis: On ne m'arrêtera plus», il peut y avoir des crises, hein, j'y reviendrai parce que j'ai pas je vous dis, je veux pas trop m'appesantir sur mon parcours individuel, mais on n'est pas à l'abri de crises. D'où l'intérêt encore dans la vie d'avoir eu des gens pour vous aiguiller de temps en temps, mais ça aussi j'y reviendrai. Alors bon, là où je suis dubitatif quant à l'élévation du niveau général, je ne sais pas. Je n'exclus pas dans l'absolu, ce qu'on désigne comme un saut qu'il pourrait y avoir. Tout de même, au final, dans l'ensemble, comme un saut qualitatif. Admettons, peut-être bien, mais ce qui me fait de la peine, c'est la disparition progressive, l'intelligence artificielle, hein, la dite intelligence artificielle, n'aidant en rien pour ça, c'est la disparition progressive de toute une possibilité. C'était déjà pas facile et ça va l'être encore moins évident. Pour ce qui est d'envisager, des rapports, des échanges pour échanger sur des livres, sur des disques, sur des choses qu'on aime et qu'on aimerait, partager et je me rends compte que, oui, si vous commencez à rédiger sur un R ne serait-ce que sur un RS ou l'autre, si vous, prenez le temps de fignoler bien à l'aise, bien à votre aise un mail, si vous avez envie de faire découvrir tel ou tel bouquin, tel ou tel, compositeur, alors vous fignolez, vous prenez le temps on peut y passer des nuits. Ça m'est arrivé, d'y passer des nuits, vous rédigez votre mail comme ça, tout en prenant le temps de soigner le fond et la forme. De vos recommandations, déjà, il n'y aura pas de retour la plupart du temps, ce qui est extrêmement blessant, mais de plus en plus, je pense que nos contemporains seront amenés à vous demander ce qui se passe, hein, de votre chef, ce qui peut bien vous arriver pour faire ça, pour vous exprimer de la sorte, alors que si on veut obtenir désormais des informations sur tous les disques ou tous les bouquins, il y a l'IA pour ça, où il y a tout simplement
les canaux sur la toile. Voilà, il y a l'IA, il y a la toile. Pour ça, cette possibilité d'acquérir les bibliographies, les informations très, très vite sur le champ. Alors pourquoi encore passer son temps? Et mais tant qu'à faire, pourquoi encore des influenceurs? Pourquoi encore des présentateurs? Si on pousse la logique jusqu'au bout, hein? Sans exagérer, hein. Mais je n'exclus pas encore une fois dans l'absolu, oui, d'autant que j'ai entendu ça dans la bouche de personnes, tout de même nettement plus calées que votre serviteur dans pas mal de domaines, oui, et franchement pas des idiots. Alors je n'exclus pas, on va dire sur le long terme, un saut qualitatif par rapport aux avancées technologiques. Allez, on se risque. On espère. Et pour terminer, eh bien, le texte d'une chanson, une des plus belles, si pas la plus belle, la meilleure. Et c'est une traduction française. J'ai essayé de faire ça de mon mieux, là encore. Je donne le nom du chanteur. Il nous a quittés. Oui, un des meilleurs chanteurs anglo-saxons de sa génération. Il nous a quittés il y a eu 8 ans, ouais, il y a eu 8 ans, en 2016, un des meilleurs interprètes, chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, du monde anglo-saxon. Et à la rentrée, en septembre 1990, votre serviteur allait pour la première fois poser son cul sur les chaises de l'école normale Notre-Dame de Bon Secours de Braine-le-Comte, pour tout vous dire. Chez nous, en Belgique, c'est là où j'ai fait mes 3 ans. Si vous êtes passé par là aussi, salut à vous, hein. Ou si vous êtes du coin, tout simplement, du coin de Braine, de Braine-le-Comte. En Belgique, c'est 2 ou 3 stations de train avant d'arriver à la capitale. Je vous salue. Et au moment où j'allais poser mon cul, là, pour la première fois, sortait son disque dont je donne le titre et l'interprète juste après. Je me suis efforcé de faire de mon mieux pour la traduction française. J'ai arrangé certaines choses que je trouvais préférables. Je me suis permis, si là, par rapport aux traductions trouvées sur la toile. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'on n'a pas été trop brouillon, hein. Et au passage, je remercie, pour leur gentille mention, les camarades Joseph Ali de la chaîne du Connard et également Fred de l'Étoile. Ce sont les jours de la main ouverte. Je ne sais pas si, d'entrée traduit en français, vous avez déjà reconnu. Ce sont les jours de la main ouverte. Ils ne seront pas les derniers. Regarde autour maintenant, ce sont les jours des mendiants et des cœurs. C'est l'armée de l'homme affamé, dont le lieu est passé, main à main avec l'ignorance et excuse légitime. Les riches se déclarent eux-mêmes pauvres, et la plupart d'entre nous ne sommes pas sûrs si nous en avons trop. Mais nous prendrons nos risques, parce que Dieu a cessé de garder le score. Je suppose, quelque part, en cours de route. Il doit nous laisser tous jouer, tourner le dos et tous les enfants de Dieu ouvrent doucement la porte arrière. Et c'est dur d'aimer quand il y a tant à haïr. Suspendre l'espoir quand il n'y a pas d'espoir pour en parler, et les cieux blessés au-dessus disent qu'il est trop tard. Peut-être que nous devrions tous faire une prière au temps, une prière à nos temps. Ce sont les jours de la main vide. Oh, tiens-toi à ce que tu peux, et la charité est un manteau que tu portes 2 fois l'an. C'est l'année de l'homme coupable. Ta télévision est là, ses positions, et tu trouves que ce qui était là-bas est ici. Alors tu cries derrière ta porte. Dis que ce qui est le mien est à moi, et non à toi. Je pourrais avoir trop, mais je vais prendre mes risques. Parce que Dieu a cessé de garder le score, et tu t'accroches aux choses qu'ils t'ont vendues. As-tu couvert tes yeux quand ils t'ont dit qu'il ne peut pas revenir, parce qu'il n'a pas d'enfant pour ça? C'est dur d'aimer.
Quand il y a tant à haïr. 1990, Praying for Time, George Michael. À bientôt.